bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne vais pas attendre plus longtemps parce que j'ai beaucoup trop hâte de vous parler d'une lecture qui m'a complètement bouleversée. Et encore bouleversée, je crois que le mot est faible. Il s'agit de ce roman, Ce qu'elle a laissé derrière elle, un roman de Hélène Marie Wiesmann, publié initialement aux éditions Faubourg-Marigny et paru aux éditions Pocket là très récemment. J'ai ce roman dans ma palle depuis sa sortie puisque je l'ai acheté l'année dernière en grand format, mais comme je privilégie mes services presse à mes lectures personnelles, en un an je n'ai pas réussi à lui faire de place, je n'ai pas réussi à l'intégrer à mon planning de lecture parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même un beau bébé et donc il fallait que je prenne le temps et je n'ai pas réussi. Après l'avoir lu, j'avoue que je regrette un peu de ne pas l'avoir lu plus tôt parce que ce roman est absolument incroyable. Et donc j'ai pu le découvrir grâce aux éditions Pocket puisque je suis membre du jury du Grand Prix des lecteurs Pocket 2023 et que ce roman était dans la liste de nos lectures. Oh joie. J'ai donc découvert ce roman la semaine dernière et alors il m'a complètement bouleversée. Je me suis pris une claque comme j'en ai rarement eu. C'est une lecture qui est à la fois révoltante, c'est-à-dire que vraiment elle m'a mise en colère. Plus j'avançais dans ma lecture, plus les pages se tournaient et plus j'étais agacée, plus j'étais énervée, plus j'avais envie de balancer mon bouquin contre le mur tellement j'étais indignée. Ma gorge s'est serrée, mon ventre s'est complètement tordu, mes yeux ont piqué un nombre de fois incalculable. C'est une lecture qui laisse pas indifférent. Elle peut pas. C'est au-delà d'être une lecture comme ça révoltante qui nous ferait commettre des meurtres, au-delà de ça, c'est vraiment une lecture incroyable qui est captivante, fascinante, prenante. Une fois qu'on commence, on a vraiment du mal à s'arrêter, c'est très addictif. Et elle nous fait rencontrer des personnages hyper touchants. Le personnage de Clara d'abord, qui est une jeune femme qui évolue dans les années 1930 et qui, suite à un désaccord avec son père, se retrouve enfermée dans un asile. Un asile dans lequel il se passe des choses horribles. C'est-à-dire que là-bas, les patients sont complètement déshumanisés. Voilà. C'est que des pions, des sortes de pantins comme ça, desquels on fait absolument ce qu'on veut. Il y a beaucoup de violence, de maltraitance, des problèmes d'hygiène, des sévices qui sont commis, beaucoup de dérives dans cet endroit. Et finalement, c'est un endroit où on se pose quand même des questions sur l'enfermement. Bref, je vais pas en dire trop, je peux pas en dire trop non plus, mais c'est bouleversant et révoltant et voilà, les conditions de vie dans cet asile sont absolument atroces, terrifiantes, glaçantes. Au-delà de ça, il y a aussi le personnage d'Izzy qui a eu un passé et un parcours de vie pas simple. Mais c'est une jeune femme extrêmement touchante et qui, qui finalement affronte la vie et le quotidien avec beaucoup de courage et avec un joli état d'esprit. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux femmes qui ont deux destins incroyables. Ce sont des femmes vraiment belles de l'intérieur, j'ai envie de dire. Qui moi m'ont beaucoup touchée, m'ont beaucoup émue, qui sont aussi très résilientes l'une comme l'autre. Et j'ai vraiment adoré. Et j'ai beaucoup aimé du coup l'alternance passé-présent qui est très bien faite. Je trouve aussi que ce bouquin est vraiment bien documenté, bien pensé, bien fait, bien réalisé. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est que j'ai été mais totalement conquise, totalement bouleversée et que c'est pour moi un roman qu'il faut lire. Voilà, c'est probablement, alors c'est ma plus belle lecture de ce début d'année, ça c'est clair.
mais c'est probablement un des plus beaux romans que j'ai eu à lire dans ma vie. Enfin, des plus beaux. Beau, je sais pas, mais en tout cas qui a cette faculté de pas laisser indifférent et de m'avoir complètement bousculée et subjuguée et happée. Je pouvais pas le lâcher et ça a vraiment ça m'a emmenée dans un tourbillon d'émotions que j'ai pas vu venir et que j'ai pas pu maîtriser et enfin voilà, le roman est incroyable, la plume de l'autrice est incroyable aussi. Elle en a écrit au moins 2 autres parus aux éditions Faubourg-Marigny. Il y en a un que j'ai déjà dans ma palle et qu'il va falloir que je laisse pas traîner parce que je ne refais pas 2 fois la même erreur. Et il y en a un qui vient de paraître là aux éditions Faubourg-Marigny que je vais me procurer prochainement et que je ne laisserai pas traîner non plus. Voilà, un roman coup de poing et un roman, c'est plus qu'un coup de cœur, vraiment ça a été un coup de foudre ce roman, donc je ne peux que vous le recommander, vraiment. Au-delà de ça, j'ai 2 choses à ouvrir avec vous. Le premier, L'île de Yule, mais quel bonheur de recevoir ce roman. Merci aux éditions Calmont Lévy pour ce roman de Johanna Gustafsson que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette autrice. J'ai pu la découvrir lors du Quai du Polar. Elle m'a interpellée, elle a suscité ma curiosité. Donc je lui avais acheté un roman en poche, La Folie, je crois que c'est. Et en même temps, elle avait tellement bien parlé de ce roman que j'avais très envie de le lire, très envie de le découvrir. Donc merci infiniment aux éditions Calmont Lévy pour l'envoi de ce roman qui va être lu très rapidement parce que là je termine mon roman en cours et après je m'y mets. Et ensuite, un roman avec un coucou de mon facteur. Tada! Les dernières déesses, un roman de Katrina Tchukova. C'est un roman traduit du tchèque. C'est un roman Charleston de la collection Les Ailleurs. Je vous lis la 4e de couverture. Alors, Zitkova, République tchèque. Dernière héritière d'une lignée séculaire de guérisseuses, Dora Idesova a grandi en écoutant sa mère et sa tante lui parler des déesses, ces femmes qui attiraient l'amour et conjuraient les malédictions, soignaient l'esprit et le corps. Adulte, elle a effacé de sa mémoire ses contes d'enfance, jusqu'à découvrir à travers ses études universitaires le cruel sort réservé aux femmes de son village natal. Des procès pour sorcellerie du XVIIe siècle aux recherches menées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, Dora comprend que les déesses ont toujours été au centre de dangereux jeux de pouvoir, simples pions au service d'intérêts qui les dépassaient. Réussira-t-elle à échapper à la destinée tragique qui semble s'abattre sur toutes les femmes de sa famille ? Entrelaçant magnifiquement histoire, folklore et fiction, un roman qui met en lumière un pan méconnu de l'histoire des Carpates blanches et le destin hors du commun des déesses qui ont arpenté ces terres. Ça a l'air top. La couverture est très jolie et le pitch donne ultra envie. J'ai eu de très bons retours aussi de certaines personnes qui l'ont lu, donc il me tarde. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous retrouve un peu plus tard dans ma semaine. Hello! Je viens vous parler de ce roman Femlandia de Christina Delcher qui est la nouvelle dystopie de cette autrice publiée aux éditions Robert Laffont et que j'ai eu le plaisir de pouvoir découvrir grâce à une masse critique Babelio. J'avais beaucoup aimé le précédent roman de l'autrice qui est QI. Je n'ai pas encore découvert Vox, mais voilà, du coup je partais vraiment avec un super état d'esprit. J'avais hâte de pouvoir découvrir cette nouvelle dystopie, d'autant que sur le papier elle avait tout pour me plaire. On est aux États-Unis, dans un futur qui est assez proche du nôtre, après une crise économique qui a été absolument catastrophique, et on se retrouve avec Miranda. Miranda qui a absolument tout perdu, ou presque. Elle a perdu son mari, elle a perdu son job, elle a perdu sa maison, et elle se retrouve juste avec sa fille et quelques boîtes de conserve qui leur restent. Le pays est devenu
sombrer dans une anarchie totale, où l'insécurité règne. Et donc il leur reste un espoir, un seul espoir, c'est de se rendre à Femlandia. Femlandia qui est soi-disant un petit paradis réservé aux femmes qui seront donc loin de la violence masculine. Voilà, grosso modo. Ce roman, s'il avait a priori tout pour me plaire, ne m'a pas vraiment convaincue. Toute la première partie du roman, c'est la partie avant que Miranda et Emma arrivent à Famlandia. Je l'ai trouvée très longue, très lente. J'ai trouvé qu'il y avait quand même vraiment des longueurs. Et puis, dans l'ensemble du roman, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de clichés. Beaucoup de soit d'événements, soit de personnages qui avaient, qui étaient hyper caricaturaux. Et j'ai trouvé ça pas super approprié. Après, il y a des thématiques qui sont abordées qui sont ultra importantes. On parle de société de surconsommation, de voilà le pouvoir de l'argent, tout ça. Et puis de féminisme, même si en réalité c'est tellement poussé à son extrême, c'est plus du féminisme en fait, c'est de la misandrie parce que vraiment là on est dans une sorte de haine de l'homme. Donc voilà, justement peut-être un peu excessif pour moi. En fait, ce qui m'a manqué, c'est de la nuance. Parce que oui, les problématiques abordées sont ultra intéressantes, mais j'ai trouvé que la façon dont c'est fait, c'est limite un peu grossier. J'aurais apprécié que certaines choses soient plus développées et plus approfondies et vraiment qu'il y ait plus de nuances dans l'ensemble de l'ouvrage. Après, on peut pas enlever ça à Christina Dalcher, c'est que c'est un nouveau roman qui nous invite à réellement nous questionner, nous poser des questions, nous interroger, nous remettre en question sur nos pratiques quotidiennes. Et ça c'est quand même un point assez fort pour cette autrice. Voilà. Donc une lecture plus que mitigée, j'ai pas vraiment été convaincue, donc je vais pas m'étaler davantage sur le sujet. Après, à vous de vous faire votre propre avis. Ce qui est sûr, c'est que ça ne m'a pas enlevé l'envie de découvrir Vox. Donc voilà, il va falloir que je me procure Vox pour pouvoir découvrir ce roman-là. Sur ce, j'ai des choses à ouvrir. J'ai 3 paquets qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres. Donc je les ouvre de suite. Alors, c'est beau. La colline aux esclaves de Kathleen Grissom. C'est un roman poche de chez Charleston qui vient du coup de la nouvelle collection, la nouvelle collection. Ils sortent des romans collector pour fêter les 10 ans de la maison d'édition et donc il en fait partie. Je vais vous lire la 4e de couverture. Oubliez autant en emporte le vent, voici une histoire qui captive le lecteur et exige d'être dévorée. États-Unis, 1791. Après avoir perdu ses parents lors de la traversée de l'Atlantique, Lavinia, jeune Irlandaise, se retrouve domestique dans une plantation de tabac pour rembourser son voyage. Placée avec les esclaves de la cuisine sous la protection de Belle, fille naturelle du maître, Lavinia apprend à faire le ménage et le service, guidée par l'amour et la force tranquille de sa nouvelle famille. Cependant, malgré tous ses efforts, elle ne peut faire abstraction de sa peau blanche et pénètre peu à peu dans l'univers de la grande maison. Lavinia parviendra-t-elle à appréhender ces deux mondes que tout oppose? Voilà, ça a l'air ultra intéressant, je suis bien contente, et il est magnifique. Canon. Ensuite,
un autre roman, Poche Charleston, qui fête ses 10 ans, Sur les ailes de la chance, de Georgia Hunter. C'est vraiment trop beau. Alors, un hommage au triomphe de l'espoir et de l'amour sur la haine. Au printemps 1939, en Pologne, les membres de la famille Kur font de leur mieux pour mener une vie normale. Alina savoure son histoire d'amour naissante, Jacob prépare son avenir avec Bella, et Mila s'habitue à son nouveau statut de mère sous le regard bienveillant de Neshuma, la matriarche. Mais l'horreur qui envahit l'Europe ne va pas tarder à les rattraper. Séparés par 6 années de conflits et 5 continents, des clubs de jazz parisiens aux plages de Rio de Janeiro en passant par le goulag sibérien et le ghetto de Varsovie, les Cures vont traverser la guerre, animés par la même rage de survivre et par l'espoir qu'un jour, ils seront à nouveau réunis. Pareil, ça a l'air ultra intéressant. Oh, c'est vraiment beau. Hein. Et le dernier. Oh oui, il est beau celui-là aussi. Witch de Lisa Lister. Alors, cet ouvrage, c'est le premier que j'ai eu l'occasion de découvrir dans le cadre de mon aventure de gardienne le Duc Ezo. Donc c'est un ouvrage Le Duc, Witch libérée, indomptée, décomplexée. Je vous lis la 4e de couverture. La sorcière est une femme en son pouvoir. C'est une sage, une guérisseuse qui s'aligne sur les cycles de mère nature et les phases de la lune. Pourtant, le mot sorcière a longtemps été utilisé comme une injure. Lisa Lister explore aujourd'hui cette histoire où les sorcières ont été persécutées et nous dévoile comment la sorcière se réveille à nouveau chez les femmes du monde entier aujourd'hui. Ce livre est un véritable appel à la reconquête de votre pouvoir personnel. Il permet de vous souvenir, de vous reconnecter et de vous réapproprier le mot sorcière à travers des sagesses ancestrales pour vous connecter à votre intuition et vous faire confiance, activer vos 5 dimensions, prêtresse, chamane, créatrice, guérisseuse et sorcière, aligner votre énergie sur la roue de l'année, les sabbats et les cycles de la lune, utiliser des outils de divination, tels que les oracles et la lecture des runes pour prendre des décisions sur votre avenir, créer des autels, travailler avec les éléments de la nature et établir un espace sacré dédié aux rituels, redécouvrir vos pouvoirs et lancer des sorts. Réveiller la sorcière qui est en vous. Alors, je crois me souvenir que cet ouvrage avait été très intéressant. Il est ultra complet. Il y a des choses auxquelles j'ai adhéré, d'autres auxquelles j'ai pas du tout adhéré. Mais l'avantage, c'est qu'il est tellement complet qu'on peut s'y retrouver. On peut tous, en tout cas, trouver des choses intéressantes à en retirer. Les novices comme les initiés. Voilà. Je mettrai en ligne ma chronique sur Instagram probablement fin de semaine prochaine, puisque maintenant que je l'ai reçu, je vais pouvoir faire la photo et en parler. Voilà. Trop bien. Il est beau en tout cas. Bon bah super. Que de jolie réception. Sur ce, je vous retrouve un petit peu plus tard. Parlons peu, mais parlons bien. Il faut que je vous présente ce doux roman. Le nouveau roman de Julien Rampin, La chanteuse de bal, publié aux éditions Charleston. Déjà, quel plaisir de retrouver la plume de Julien après 1 an. Parce que Julien, au-delà de l'auteur qu'il est, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément. C'est une personne qui est très lumineuse, très bienveillante, qui a beaucoup d'humour et qui fait du bien en fait. Voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui fait du bien, qui moi en tout cas me fait beaucoup de bien. Donc c'est toujours un immense plaisir de pouvoir découvrir les nouvelles histoires créées et pensées par Julien. Ce roman-là ne déroge pas à la règle, il m'a beaucoup plu. C'est un roman qui nous emmène à Beautemps. Beautemps, c'est un petit village qui est près de Toulouse et qui compte pas 150 000 habitants. Donc là-bas, tout le monde se connaît. Lors d'un enterrement, débarque Gloria. Gloria n'est pas de ces personnes qui passent inaperçues et avec son arrivée dans le village, sont déterrés des souvenirs et des secrets enfouis depuis bien longtemps.
Je vais pas en dire plus par rapport à l'histoire parce que je veux laisser le mystère qu'a réussi à mettre Julien dans ce petit bébé. Donc je ne vais rien dire de plus. Ce que je peux en revanche dire, c'est que c'est un roman qui est rempli de douceur, qui est rempli de tendresse, que les personnages sont très touchants. Ils ont tous un quelque chose de cabossé, un peu comme des âmes fêlées. Et en même temps, au-delà des failles qu'ils ont tous, ils ont chacun des qualités humaines qui, moi, m'ont beaucoup parlé et m'ont beaucoup touchée, que j'ai trouvé vraiment adorable. Au-delà de ça, c'est un roman qui, sous des airs de légèreté, aborde des sujets malgré tout assez forts et assez profonds, des sujets qui tiennent à cœur à Julien et qui sont abordés avec beaucoup de justesse, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance. Et comme je le disais juste avant, c'est un roman qui est à l'image de son auteur, c'est-à-dire qu'il est vraiment, vraiment lumineux, rempli de quelque chose de très solaire, de quelque chose de... En fait, à chaque fois qu'on plonge dans un roman de Julien, on a l'impression d'être enveloppé d'un truc hyper chaleureux, qui fait du bien et qui nous donne l'impression d'être un peu comme à la maison. Voilà, ce roman est comme ça. Ce roman, c'est aussi une ode aux secondes chances et au retour à la vie. Et la plume de Julien, je l'ai trouvée très poétique. Il y a beaucoup de moments dans le roman, beaucoup de phrases qui peuvent vraiment être, qui auraient le mérite d'être notées comme des citations et qu'on devrait relire de temps en temps parce qu'elles font du bien, qu'elles sont hyper justes, hyper pertinentes. Je m'en suis notée quelques-unes, moi d'ailleurs. Voilà, je ne vais pas dire grand-chose de plus, si ce n'est que ce roman m'a beaucoup plu et que si vous ne connaissez pas l'auteur, je ne peux que vous recommander de le découvrir parce que vraiment c'est une chouette personne et que ses romans sont tout aussi chouettes qu'il l'est lui. Voilà. Je viens vous parler de deux petites choses. La première, c'est ce roman, Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Top, par Michael Brun-Arnaud. C'est un tome 1 d'un roman illustré par Sanoé aux éditions 9, l'école des loisirs. Ce roman, j'en ai beaucoup entendu parler lors de sa sortie. J'en ai de nouveau beaucoup entendu parler là très récemment parce que le tome 2 est paru il n'y a pas longtemps. Et si je ne pensais pas du tout être la cible, parce que c'est plutôt un roman jeunesse a priori, quand on entend autant de bien d'un ouvrage, et pas que par des personnes qui ont 12 ans, ça intrigue et voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Il paraît que c'est une très très belle histoire, donc j'ai hâte de pouvoir la découvrir à mon tour. C'est un roman qui fait environ 300 pages, mais c'est écrit tellement gros dedans que je pense qu'en 1 heure ou 2, je l'aurais lu. Donc je pourrais normalement lui faire une petite place bientôt dans mon planning de lecture, parce que même si c'est pas un service presse, bon, si j'ai 2 heures de lecture devant moi, ça va, je vais pouvoir me le glisser facilement. Je vais vous lire la 4e de couverture. Dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Top cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire, déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. C'est vrai que le pitch donne très envie. Ça a l'air d'être une très belle histoire. Je vous en redirai des nouvelles assez bientôt. Et au-delà de ça, j'ai un colis à ouvrir. Un colis qui nous vient des éditions Le Duc Charleston. Je savais pas que j'attendais quelque chose. Enfin, un colis en tout cas. Ça m'intrigue. Qu'est-ce donc ?
Comment j'ouvre ça? Il n'y a pas d'ouverture facile. Ah. J'aurais peut-être dû le préouvrir avant. J'avais pas la méthode. Waouh! Canon! Une belle boîte. Quoi qu'il advienne, tu pourras toujours rentrer à la maison. Toujours. Un marque-page. Un pins. Alors, attends. Oh, on voit pas très bien. Très beau. Kate Morton, bah voilà, elle ressemble à ça, Kate Morton. Il y a un mot, mais bon, c'est écrit en anglais, donc je vais vous épargner ça. Une carte postale. Les ombres d'Adélaïde Hills. Les ombres d'Adélaïde... Ah Les ombres d'Adélaïde Hills. C'est le nom du roman. Si j'arrive pas à le dire, ça va poser problème à un moment donné. Les ombres d'Adélaïde. C'est pas facile à dire en vrai. Les ombres d'Adélaïde. Une carte encore à l'image du roman. C'est un carnet. Un carnet vierge avec des lignes. C'est beau. Très beau. Et alors? Mon Dieu, qu'il est gros. Beau bébé, hein. Vraiment, il fait combien de pages celui-là? Il fait plus de 700 pages. Il est beau. Bon, on va lire ça. Alors, les ombres d'Adélaïde Hills. Ça y est. Adélaïde Hills, 1959. Une après-midi de grande chaleur, un homme fait une terrible découverte au mystérieux domaine des Turner. Une enquête policière est ouverte et la petite ville de Tumbela est impliquée dans l'une des affaires de meurtre les plus choquantes de l'histoire de l'Australie du Sud. 60 ans plus tard, Jess, journaliste à Londres, est à la recherche d'un sujet quand elle reçoit un appel de Sydney pour l'informer que sa grand-mère est à l'hôpital à la suite d'une chute. La jeune femme décide de rentrer en Australie auprès de celle qui l'a élevée. Pour la première fois livrée à elle-même dans la maison de son enfance, Jess s'aventure dans des pièces qui lui étaient interdites et découvre le secret qui unit la tragédie des Turner et sa propre famille. Avec l'immense talent qu'on lui connaît, Kate Morton tisse un page-turner envoûtant qui explore le destin de femmes liées par la force de l'amour et le poids des secrets. Wow. Ça a l'air passionnant. Mais alors, il faudra vraiment que je lui fasse une bonne place, hein, parce qu'il va prendre du temps. Mais trop chouette, trop bien. Et ce colis, canon. Magnifique. Magnifique. Vraiment trop beau. Je suis fan.
Je suis complètement fan. Alors moi, je connais pas Kate Morton, je l'ai jamais lu. Mais c'est top. Et donc ça, je sais pas, c'est un colibri, non? J'imagine. C'est un colibri. Très joli ce pins. Très très beau. Merci Charleston. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais clôturer ce vlog ici. Je démarrerai la semaine prochaine. Je démarrerai en vous parlant de ça. Ce que disent les silences de Laure Manel, que j'ai lu, que j'ai terminé, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, un doux roman qui nous emmène à Ouessant, mais je vous en dirai plus la semaine prochaine. Sur ce, prenez soin de vous.